Bonjour, je m'appelle Mathis Coste et je vais vous parler des enjeux épistémologiques des troubles du neurodéveloppement que l'on connaît plus communément sous son acronyme TND. Donc les TND, c'est une grande catégorie comprenant le trouble du développement intellectuel, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles des apprentissages et certains troubles moteurs et de la communication. En plus d'être directement concerné, je suis formateur, voilà, pour le Centre régional d'études et d'information pour la santé et le handicap en Occitanie, mais aussi conférencier vacataire pour, le centre, enfin pour le groupement, des établissements universitaires de Toulouse, et voilà aussi membre d'associations, sur ces sujets, président, d'entre elles, voilà, des associations et aussi jeune chercheur, en épistémologie travaillant sur les TND, donc c'est surtout sous cette casquette-là que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Donc cette présentation, elle est segmentée en 2 parties. Dans un premier temps, je vais, vous parler des tensions scientifiques au sein de la nosographie, donc des classifications actuelles des troubles neurodéveloppement, en présentant un panorama assez large. Puis dans un second temps, j'aborderai le concept de neurodiversité qui prend de plus en plus, voilà, de place dans nos sociétés, contemporaines. Donc l'objectif, en fait, il va être d'explorer comment, en réalité, persistent des tensions et des paradoxes dans la catégorisation des TND, où les frontières des différents troubles, et plus amplement celles entre le normal et le pathologique, sont loin d'être simples à appréhender. Alors, déjà, l'émergence de cette catégorie s'est faite à la croisée de plusieurs savoirs, qui ont chacun influencé, à leur manière, la façon dont on perçoit et reconnaît ces troubles, ce qui rend leur classification au sens strict difficile. Cependant, il est important de rappeler que les TND s'inscrivent principalement dans le paradigme des neurosciences. Avant l'apparition de ce concept, une première tentative de regroupement remonte à la notion de minimal brain dysfunction, qui supposait que certains troubles, en fait, que certains de ces troubles étaient liés à de petites lésions cérébrales difficiles à localiser. Toutefois, comme on peut le voir avec les voilà, le 1 passage que je vous ai cité sur le diaporama, ce terme de minimal brain dysfunction a été rapidement décrit comme, je cite: «une catégorie invalide, et fourre-tout qui néglige les facteurs environnementaux, étiquette les enfants de manière péjorative, tout en encourageant le recours aux médicaments». Ce terme a donc été abandonné pour, voilà, sur un besoin d'un terme plus générique, plus large en fait, celui de trouble du neurodéveloppement, qui commence à s'imposer doucement dans la littérature scientifique, au cours des années, 1960 et en fait, il ouvre, la voie à des recherches plus larges en fait, plus approfondies sur ces notions. Quoi qu'il en soit, une chose qui me semble importante, c'est que la science en fait, elle évolue tout le temps et elle est prise entre des impératifs, voilà, qui sont économiques et politiques, mais aussi sociaux, qu'il ne faut pas négliger et on va le voir tout au long de cette présentation. Heu, donc avec l'essor des statistiques, l'institutionnalisation de plus en plus systématique des écarts à la norme, au XXe siècle, on voit apparaître d'importantes classifications, telles que le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, ou encore la Classification internationale des maladies, la CIM, qui aujourd'hui, en fait, ces 2 classifications, elles s'alignent sur plus de 90 des aspects. Ce qui est important de noter, c'est qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs tentatives et logiques d'unification concernant les troubles, ultérieurement rangés dans la catégorie TND. Comme on l'a vu avec le concept de minimal brain dysfunction, ces classifications, en fait, elles étaient souvent basées sur une tentative de saisir l'étiologie, c'est-à-dire l'origine, en fait, de ces troubles. Face à cela, et aussi parce que dans les années 70 et 80, la psychiatrie était sujette à de nombreuses critiques quant à sa scientificité, la troisième révision du DSM-3, donc la 3e révision de 1980, se veut plus précise, et standardisée. Elle rejette l'idée de cadre explicatif, qu'il soit psychanalytique, biologique ou psychosociaux, donc l'étiologie en quelque sorte, hein, pour que la classification se concentre sur des critères cliniques descriptifs, fondés sur des symptômes observables et mesurables. Donc pourquoi parler du DSM-3? Étant donné qu'il marque un tournant épistémologique majeur dans l'histoire de la psychiatrie et que la méthodologie catégorielle qu'il a impulsée, c'est-à-dire fondée sur des catégories en fait, fondée sur les critères d'inclusion et d'exclusion, soit on est autiste par exemple, soit on ne l'est pas, persiste dans les révisions récentes et on va voir. À cet effet,
Le philosophe des sciences Steve de Mazeux, montre bien dans le livre que vous pouvez voir, sur le diaporama, comment le principe d'innovation du DSM-3 a laissé a progressivement, voilà, laissé, place à ce qu'il appelle un principe de conservatisme prudentiel. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a pas eu de révolution majeure avant ce changement. Voilà, ça s'explique à la fois par l'absence de découvertes étiologiques claires et par la volonté de maintenir une certaine stabilité clinique et administrative. Dans le DSM-3, on retrouve un vaste, regroupement intitulé «Troubles habituellement diagnostiqués pour la première fois durant la petite enfance, l'enfance ou l'adolescence», dans lequel l'âge constitue le seul point de convergence entre des troubles pourtant très variés, des troubles du développement, du comportement, dans lequel on retrouve dans du comportement, ce qui est aujourd'hui catégorisé comme TDAH, ou encore des troubles émotionnels. Dans le DSM-3 revisité, donc à la suite, puis dans le DSM-4, et aussi dans le DSM-4 revisité, ce groupement a été progressivement structuré en catégories et sous-catégories plus précises. On voit apparaître par exemple pour l'autisme, du syndrome d'Asperger, et bien d'autres. Tout en conservant l'idée que l'âge d'apparition restait le critère central. Mais ce critère, en fait, il ne fournit pas un poids épistémologique suffisant pour convaincre à la fois chercheurs, cliniciens, ni pour orienter efficacement les pratiques, diagnostiques et thérapeutiques. D'autant plus qu'on en voit encore, aujourd'hui les effets. Ces troubles, voilà, les troubles qu'on a vus, enfin qui sont rangés dans la grande catégorie des troubles du neurodéveloppement, sont souvent perçus, par certains, voilà, comme propres à l'enfance. Et qu'en fait, quand l'âge, en fait, avance, ben voilà, il y a des compensations, il y a plus vraiment le trouble. On entend souvent ça, alors que c'est pas vrai. C'est dans le DSM-5, dit en 2013, que la catégorie des troubles neurodéveloppementaux apparaît pour la première fois dans une classification officielle. C'est en 2013, c'est assez récent. Elle regroupe des troubles auparavant dispersés dans différentes sections, traduisant en fait une volonté de, clarification et d'unification nosographique. Même si le manuel reste fondé sur un principe de conservatisme prudentiel, c'est-à-dire sur une logique encore catégorielle sans profonde innovation, 2 évolutions intéressantes se dégagent par rapport au canon. D'une part, la reconnaissance explicite que ces troubles perdurent tout au long de la vie, et d'autre part, l'introduction quasi systématique de degrés de sévérité, marquant une ouverture, certes timide, vers une approche plus dimensionnelle du diagnostic. Pour marquer le coup, l'autisme est conceptualisé comme un spectre. Cette notion permet de dépasser l'ancienne distinction rigide entre, voilà, comme on l'a vu, les sous-catégories entre autisme dit typique et des syndromes apparentés comme, le syndrome d'Asperger, par exemple. Pour envisager un continuum de profils en 3 niveaux d'aide, où les différences se jouent davantage en termes de degrés que de nature. D'après le psychiatre et épistémologue Glenn Cross, le spectre se compose de plusieurs manières en psychiatrie. Tout d'abord, l'entité nosographique initialement étroite, donc parler des différentes catégories, s'est élargie, en une continuité non linéaire, avec une origine commune. OK? Quand on parle de spectre, comme vous pouvez voir sur le diaporama, en fait, il y a une espèce de continuité non linéaire qu'on pourrait vraiment, heu, voilà, la voir en quelque chose une espèce de circularité, en fait, entre, plein des TSA, donc des troubles du spectre de l'autisme, en fonction des différents, en fait, niveaux dans le spectre, enfin, d'une certaine façon. Il y a donc 2 logiques sous cette notion de spectre. L'aspect spatial, dans un premier temps, donc différents patients peuvent partager une même appartenance spectrale malgré des symptomatologies variées. C'est-à-dire que, on voit le BTSA, il peut y avoir des gens qui ont un TSA avec un haut niveau de fonctionnement cognitif, d'autres qui ont, un trouble du développement intellectuel, et en fait, c'est très variable. Il y a des personnes qui peuvent être non oralisantes, d'autres qui peuvent, voilà, qui oralisent, sans problème. Donc c'est vraiment cet aspect, spatial. Et ensuite, il y a l'aspect temporel. Un même patient, même personne, en fait, peut évoluer sur le spectre, aggravation ou amélioration, au cours du temps, au cours de sa vie. Donc vraiment cet aspect, développemental, en fait, certains patients. En d'autres termes, théoriquement, il existe une infinité d'états intermédiaires entre 2 états cliniques. La différence est la règle, chaque cas clinique est singulier, même s'il appartient au même spectre avec une origine commune. C'est vraiment ça l'une des approches centrales, en fait, dans le spectre.
Ce changement est intrinsèquement lié à l'approche dimensionnelle, structurant l'un des débats fondamentaux de la nosographie psychiatrique moderne, donc le passage du catégoriel pur du DSM-3 à l'ouverture timide dimensionnelle du DSM-5, comme on l'a vu. Dimensionnel, c'est l'aspect en fait que le diagnostic soit, voilà, qu'il y ait une dimensionnalité, qu'on s'émancipe des catégories en fait, strictes. Et c'est ce que le spectre fait timidement. Donc le spectre, en fait, il est un mélange d'un catégoriel, donc avec une binarité, soit on est dans le spectre, soit on ne l'est pas, et d'un dimensionnel avec l'idée d'un continuum. On peut dire qu'il tente de concilier, les 2 approches pour mieux rendre compte de la réalité clinique, souvent la nécessité de délimiter les seuils, quantitatifs à partir desquels l'état devient pathologie. Évidemment, comme on peut l'imaginer, cette conceptualisation a son lot d'effets et de méfaits. Comme l'indique Liane Cross, je le cite, l'utilisation large du spectre entraîne une utilisation à large spectre. Autrement dit, plus la catégorie s'élargit, plus elle devient floue, que ce soit pour les cliniciens, pour les scientifiques, de façon générale, mais aussi en fait pour les personnes concernées. Ce glissement a pour effet de rassembler sous une même étiquette des profils très différents. À cet effet, le philosophe des sciences Ian Akin a fait tout un travail remarquable sur les classifications et montre bien que la classification en médecine, les classifications en médecine, de façon générale, ne sont jamais de simples descriptions de notes. Elles sont actrices dans le monde, produisent des effets réels sur les vies et les identités des individus, mais on y reviendra plus en détail. Quoi qu'il en soit, l'idée de spectre en psychiatrie repose sur l'hypothèse que certains troubles partagent une base génétique commune. Elle permet de créer des liens entre différentes sous-catégories sans pour autant les faire disparaître totalement et relance ainsi l'espoir d'une classification plus ancrée dans les causes biologiques. C'est justement ce que propose un autre système de classification, donc cette idée de revenir en fait, voilà, revenir vers les causes biologiques, donc le RDoC pour Research Domain Criteria. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme a été lancé au début des années 2010 par le National Institute of Mental Health, donc les NIMH, aux États-Unis. Son objectif, en fait, il est de repenser complètement la classification des troubles mentaux. Non plus à partir des symptômes observables, comme le DSM, mais à partir des mécanismes sous-jacents du fonctionnement mental. Concrètement, le RDoC cherche à relier différents niveaux d'analyse, donc du gène au comportement, en passant par les molécules, les cellules, les circuits cérébraux, la physiologie et les dimensions cognitives ou émotionnelles. Autrement dit, il ne part plus de catégories comme l'autisme ou le TDAH, mais de grands domaines de fonctionnement, par exemple la cognition, la motivation, les systèmes de réponse à la menace, les interactions sociales, etc. Malheureusement, le RDoC reste aujourd'hui surtout une promesse. C'est-à-dire que, sa matrice, elle est encore très vide. On le voit, le tableau, je l'ai mis, juste à côté. C'est un grand tableau qui est pour le moment, voilà, qui reste à remplir. Mais son influence, en fait, qui est très important, c'est qu'elle est renforcée par des financements très importants du NIMH, pardon, MH. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychiatrie, surtout voilà, dans le milieu, américain, il y a énormément d'argent qui sont mis dans ce projet, en fait. C'est donc ce système, évidemment, comme BSN, comme tout système, de géographie, heu, donc des classifications, subit certaines critiques, comme notamment l'idée d'enfermer la psychiatrie dans une prison épistémique, donc voilà, des savoirs encore plus stérilisante, que le DSM. Mettant de côté, les facteurs, voilà, psychosociaux, tant cruciaux. C'est cette peur-là, en fait, le réductionnisme, hein, de mon point de vue, psychosociaux. Bien sûr, il existe donc d'autres logiques de classification qui sont apparues ces dernières années, cherchant à dépasser à la fois les limites du DSM, jugées trop restrictives, et catégorielles, et aussi celles du RDoC, qui sont jugées souvent trop réductionnistes. Parmi ces alternatives, on retrouve notamment, voilà, le ITOP, pour, Hierarchical Taxonomy of Psychopathology. Ce modèle, propose en fait une approche dimensionnelle et hiérarchique des troubles, mentaux. Au lieu de découper la psychopathologie en catégories séparées, comme dépression, anxiété, TDAH, il considère qu'il existe des continuités entre les symptômes et voilà, les organise voilà, qui s'organisent en fait ces différents, ces continuités, elles s'organisent en plusieurs niveaux. Donc à la base,
on retrouve des symptômes spécifiques, puis des syndromes, et plus haut encore, voilà, des grands domaines regroupant les troubles selon leurs tendances communes. Par exemple, un pôle internalisant, donc les troubles émotionnels, et un pôle externalisant, donc tout ce qui est troubles du comportement. Cette structure permet d'expliquer naturellement pourquoi certains troubles coexistent souvent. Donc, c'est l'idée comorbidité, en fait, la coexistence des troubles, car ils font partie d'un même spectre supérieur. C'est l'idée, en fait, d'un grand domaine de spectre. On pourrait aussi parler, dans l'autre moyen, voilà, une autre tentative des regroupements, c'est l'approche par réseau de symptômes. Dans ce modèle, les troubles ne sont plus envisagés comme des entités cachées derrière les symptômes, comme si la dépression causait la tristesse ou la fatigue, mais comme des, systèmes dynamiques d'interaction entre symptômes et autres facteurs, donc environnementaux, biologiques eux-mêmes. En d'autres termes, un trouble n'est plus une cause sous-jacente, mais un réseau d'effets qui s'entretiennent mutuellement, avec une interaction. Par exemple, l'insomnie peut accentuer la fatigue, qui elle-même renforce la perte de motivation, laquelle aggrave, encore les difficultés de sommeil. C'est un cercle d'interaction qui maintient le trouble, en d'autres termes. Donc cette approche, développée notamment par Denis Wansboom ou Christophe Gau, qui travaillent sur ça. Elle propose donc une vision voilà, relationnelle et dynamique de la psychopathologie, proche de la complexité réelle des expériences cliniques et permet donc le pluralisme intégratif des facteurs causaux. Voilà, elle ouvre en fait en quelques mots, la voie, à une psychiatrie plus personnalisée, propre à chaque individu par rapport à leur réseau de symptômes. Plutôt que de poser un diagnostic global, il s'agirait d'identifier les nœuds, les plus centraux du réseau, c'est-à-dire les symptômes les plus connectés, pour intervenir plus efficacement et déstabiliser l'état stable du trouble. Comme on peut s'en douter, cette approche se heurte à des limites importantes. Son déploiement en clinique est délicat. En fait, elle nécessite une modélisation informatique complexe et une grande charge de données. Et elle doit encore, voilà, résoudre des défis méthodologiques cruciaux, notamment sur la délimitation cohérente des catégories. En fait, où s'arrête un réseau, d'une certaine façon, cette idée-là, et sur la pertinence de ces modèles par rapport aux pratiques actuelles. Donc, il y a encore des enjeux en fait, épistémologiques, méthodologiques, autour de tout ça. De plus, voilà, son orientation méthodologique, elle fait craindre aussi, en fait, comme le RDoC, là, l'intégration, voilà, elle fait craindre, une négligence potentielle de l'intégration des facteurs psychosociaux, malgré ses promesses d'intégration. Donc voilà, il y a ces enjeux-là à voir. Quoi qu'il en soit, toutes ces idées, en fait, que je vous ai présentées, elles tendent à des degrés, selon des logiques différentes, hein, vers ce que l'on appelle, la psychiatrie de la précision dans son sens très large. Donc le RDoC, il conduit directement en cherchant à identifier les bases biologiques de troubles. Le système iTop, donc, ça rapproche d'une certaine façon en affinant les profils cliniques à partir des dimensions continues. Et enfin, l'approche par réseau de symptômes, en proposant une vision dynamique centrée sur des interactions propres à chaque patient, mais au premier plan l'idée, d'individualisation centrale dans la logique de précision. On va y venir. Donc globalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la psychiatrie de précision se fonde sur 3 promesses. Il y a 3 promesses importantes. Premièrement, l'utilisation de vastes et complexes ensembles de données, les big data, en particulier issus des études génomiques, de la neuroimagerie, pour faire de nouvelles découvertes médicales. Donc c'est la première promesse. Deuxièmement, que ces données massives permettent la découverte de mécanismes sous-jacents, gènes, circuits neuronaux, pouvant expliquer les phénomènes de plus haut niveau. Donc en d'autres termes, effets cliniques ou de comportement. Et troisièmement, transformer les catégories traditionnelles comme le DSM, qui sont critiquées pour leur hétérogénéité et leur manque de validité réalité qui doit être fait au cas par cas. C'est vraiment l'idée aussi du cas par cas. Donc les enjeux de la psychiatrie de la précision, ils sont doubles. Sur le plan épistémologique, l'approche cherche à combler le manque de validité des classifications existantes, comme le DSM, en adoptant une démarche ascendante, avec des initiatives majeures comme le RDoC. Cependant, comme on l'a vu, cela soulève un risque de réductionnisme, en ignorant toute dimension psychosociale qui sont pourtant, voilà, fondamentales en psychiatrie.
Il importe donc de rester vigilant afin de ne pas renouer sous une forme, bien sûr, contemporaine, avec l'ancienne conception de minimal brain dysfunction qui ramenait en fait les troubles à une cause uniquement biologique et qui, on a vu, en fait, n'est pas n'est pas la solution. Le défi fondamental est de savoir si, en visant si voilà les mécanismes des niveaux inférieurs, donc en fait, tout ce qui est gène, et cetera, on vise la bonne cible, ou si on, voilà, ou si on ne fait qu'améliorer la précision de la mesure, sans consolider la légitimité scientifique du concept de trouble. Autrement dit, même si on devient plus précis dans l'étude des gènes, des circuits ou des biomarqueurs, cela ne signifie pas qu'on comprend mieux ce qu'est un trouble, ni qu'on a résolu la question de sa définition scientifique. C'est l'enjeu en fait, c'est un enjeu central. De plus, la nature qui est hautement multidisciplinaire et translationnelle de la recherche, génère une vision, collective, fragmentaire, où il est difficile de s'assurer que, voilà, les chercheurs, de différents domaines, génétique, clinique, étudient d'une certaine manière le même phénomène, compliquant le processus de validation et de traduction des découvertes. En fait, en quelques mots, la transdisciplinarité, donc briser les frontières des disciplines, vraiment qu'il y ait un langage commun, elle est, importante, hein, d'un côté, mais en fait, elle n'est pas évidente de notre côté. Et il y aurait, je pense, voilà, des jeux des investigations à faire à ce niveau-là, parce que c'est vraiment pas facile. Donc, sur le plan éthique ensuite, donc là, on a vu le plan, sur le plan épistémologique et sur le plan éthique maintenant, la psychiatrie de la précision, donc s'inscrit dans une économie des promesses. Comme on l'a dit, qui malgré en fait des financements importants, n'a pas encore démontré de retombées cliniques massives, ce qui soulève des questions de légitimité. Ça ne veut pas dire que c'est, voilà la mauvaise solution, néanmoins, bah, il y a pas de résultat probant. Donc l'accent est mis sur, l'individualisation, l'accent mis voilà sur cet aspect d'individualisation, il peut engendrer un individualisme au détriment, de la solidarité en santé publique, et peut conduire à la surmédicalisation, à un élargissant des frontières pathologiques. En somme, la pertinence de cette approche dépend de sa capacité à s'ancrer dans les spécificités complexes de la psychiatrie, plutôt que de simplement imiter, le modèle, biomédical de l'oncologie. En fait, la médecine de la précision à la base, ça vient de l'oncologie. Sauf qu'en oncologie, en fait, quand il y a une tumeur, c'est plus facile de l'identifier. C'est pas la même chose, en fait, en psychiatrie. Quand il y a un trouble, mentaux, c'est pas si simple, en fait, d'identifier, les causes principales. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la psychiatrie de précision, je vous conseille vraiment, ce livre donc que je vous ai mis, sur le diaporama. Il montre bien en fait les défis de ce domaine et il propose, les auteurs en fait qui ont écrit dans cet ouvrage, ils proposent chacun des réponses nuancées et rappellent combien les enjeux, sont complexes et variés. Pour citer Pierre Fourneret, dans la préface du livre, je le cite donc: aucun de ces auteurs ne se risque à adopter une position tranchée de ce qu'est la psychiatrie de la précision. Vu qu'un changement radical d'identité ou de paradigme de la psychiatrie, chacun illustre le mouvement naturel de la science. L'idée, en fait, que voilà, il y a des nouvelles recherches qui sont critiquées, qui sont critiquables, mais en fait, c'est le processus de la science. Euh, donc voilà, il y a des choses, hein, bien évidemment, très intéressantes à prendre de ce concept de psychiatrie de précision. Et ouais, je vous invite à bien ce livre, qui est très intéressant. Donc, sur cette première partie, consacrée donc aux tensions scientifiques au sein de la nosographie actuelle, nous avons vu que, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, la littérature met en avant, voilà, combien la recherche de l'étiologie, hein, des causes des troubles demeure une quête centrale de la discipline, même en l'absence de résultats probants. Dès lors, regrouper des troubles en une seule catégorie ne constitue pas une tâche simple. Et si l'innovation en matière de nosographie apparaît nécessaire, elle doit impérativement s'accompagner d'une rigueur épistémologique et éthique quant à l'ensemble de ses implications, qu'elles soient scientifiques, politiques ou sociales. À cet effet, je vous ai rapidement parlé du philosophe Ian Hatting, dont les travaux sur les classifications scientifiques apportent un éclairage particulièrement fécond pour comprendre les enjeux de la nosographie contemporaine. En fait, il montre qu'il n'est pas équivalent de classer des objets naturels et de classer des êtres humains. Dans le premier cas, donc les objets dits naturels, celui des natural kinds, les catégories renvoient à des réalités indépendantes de nous.
que l'on nomme ou non les éléments chimiques, les minéraux, en fait, ils conservent leurs propriétés. En d'autres termes, ça n'a pas d'effet, directement sur eux. Et l'on nomme un caillou d'une telle façon, ça n'a pas d'effet sur le caillou, d'une certaine façon. En revanche, dans le second cas, celui des human counts, donc vraiment, la classification qui concerne des personnes, leur comportement ou leur manière d'être, et ces distinctions ne sont jamais neutres. Et nommer, décrire un trouble, c'est déjà agir sur la réalité humaine elle-même. Les individus ainsi désignés peuvent se reconnaître, se transformer ou être transformés par le regard social et institutionnel qui découle de cette désignation. Tout en décortiquant cela conceptuellement, Hacking explique voilà, que les classifications médicales entraînent un effet de boucle, processus par lequel les catégories produisent par la science agissent sur les individus classés, modifient leur comportement, leurs identités. Voilà, il y a une modification même structurelle au niveau de la société qui est faite. Et par conséquent, la manière dont la catégorie elle-même évolue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de boucle entre les personnes qui sont classées, comment les personnes s'en saisissent et en fait, comment ces personnes s'en saisissent, elles vont elles aussi en fait agir sur la science d'une certaine manière. Il prend d'ailleurs voilà l'exemple de l'autisme ou du TDAH pour montrer que nommer, et regrouper certains phénomènes sous une seule étiquette n'est pas un acte purement théorique. Cela transforme les pratiques cliniques, oriente les politiques publiques et influence la manière dont les personnes concernées se perçoivent et sont perçues. Les classifications interagissent avec le monde social, ce qui fait d'elles des objets dynamiques, mouvants, historiquement situés et moralement chargés. Évidemment, cette logique, dans cette logique, en fait, les personnes concernées vont elles-mêmes interagir avec les catégories en se les réappropriant, voilà, en réappropriant les termes qui les désignent, en revendiquant leur identité ou en constatant certaines en contestant certaines définitions, en réemployant certaines voilà, en modifiant certaines définitions. En fait, en quelques mots, elles participent activement à leur transformation et c'est justement le cas, avec l'émergence du concept de neurodiversité. Aujourd'hui, ce terme est omniprésent dans le milieu associatif autour des troubles du neurodéveloppement et plus largement dans le discours clinique, mais aussi de plus en plus dans nos sociétés, de façon plus large. En France, on parle souvent de neuroatypie. Et par exemple, on observe souvent une dissociation faite entre les neurotypiques, donc ceux qui ont un fonctionnement cérébral dit normal, entre guillemets, et d'autre part, les neuroatypiques, dont le fonctionnement cérébral est dit différent. Cette distinction, elle s'accompagne parfois de revendications fortes. Comme l'a dit, voilà, l'une des personnes que je connais bien dans l'une de mes associations et qui est d'accord pour, que je cite, les neurotypiques, en fait, ils ne pourront jamais comprendre, ce que l'on vit car, notre cerveau, en fait, il fonctionne trop différemment d'eux. Donc il y a cette distinction qui est faite souvent. Autour de ce concept, donc 2 dynamiques se dessinent. D'un côté, certaines associations et personnes concernées s'appuient sur cette notion pour revendiquer la reconnaissance de leur spécificité et l'accès à des accompagnements adaptés, s'éloignant ainsi voilà, d'une approche purement déficitaire. Cette perspective est souvent associée à l'idée que seules les personnes concernées peuvent véritablement comprendre leur vécu. De l'autre, les institutions médicales et scientifiques adoptent des positions variées. Certaines intègrent cette idée petit à petit en la reformulant à leur manière, voilà, à la manière par exemple des modèles biomédicaux traditionnels, tandis que d'autres la critiquent, de peur que cela ne remette en cause, donc l'idée de neurodiversité, ne remette en cause en fait le fait que certaines conditions, soient considérées comme des troubles. Donc c'est l'idée de, OK en fait on parle plus vraiment de pathologie quoi, c'est vraiment dans cette idée-là. Donc il y a des critiques aussi vis-à-vis de ça. Donc ce débat, en fait, il met en lumière une tension fondamentale. Où tracer, heu, la frontière entre le normal et le pathologique? Ainsi, l'usage militant du terme neurodiversité et son appropriation dans le discours scientifique et institutionnel soulève des enjeux épistémologiques et politiques majeurs. Les voix des personnes concernées, longtemps marginalisées, revendiquent aujourd'hui une place centrale dans la définition même de leurs troubles. Dès lors, comment articuler science, politique et savoir situé? Savoir situé, c'est-à-dire les savoirs qui sont propres aux personnes. Ces interrogations s'inscrivent dans un débat voilà, plus large sur la production des savoirs et sur la place des personnes concernées dans leur élaboration. Donc, je vais revenir sur l'origine de ce concept. Donc, voilà, il a été mis en avant pour la première fois
dans les années 1990 par la sociologue australienne Judy Singer. La neurodiversité est exposée comme un nouveau paradigme, remettant en question les normes sociales et la distinction purement médicale de ce que nous appelons troubles, considérant voilà, les divergences de fonctionnement neurologique comme des variations naturelles de la diversité humaine plutôt que comme des problèmes en fait, qu'il faut corriger. C'est vraiment cette idée-là. Donc elle-même concernée par l'autisme, Singer en fait, elle explique dans une interview être, donc je la cite: «Intéressée par les aspects libérateurs et activistes de ce concept, afin de faire pour les personnes neurologiquement différentes, ce que le féminisme et les droits des homosexuels avaient accompli, pour leur communauté». C'est vraiment cette idée-là. C'est à cette même période que le journaliste, voilà, Hervé Bloom joue un rôle important en relayant le concept dans les médias, notamment dans le magazine The Atlantic, où il écrit, donc vous l'avez en anglais, mais «La neurodiversité, pourrait être tout aussi essentielle pour l'humanité que la biodiversité l'est pour la vie en général». Donc vous voyez un peu l'ampleur de ce concept, en fait. D'où le fait d'un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement radical, en fait, des visions des choses. Donc, si le concept de neurodiversité permet de contester pardon, la tendance à pathologiser toute différence, il ne s'agit pas pour autant de nier les besoins spécifiques ou les difficultés réelles que les personnes, voilà, que peuvent rencontrer certaines personnes autistes, avec des troubles 10 ou avec voilà, un TDAH par exemple. En d'autres termes, la neurodiversité ne s'oppose pas nécessairement à l'idée de soins ou de soutien. Elle invite plutôt à repenser les cadres de ces aides, pour qu'elle ne vise pas à normaliser, les individus, mais à leur permettre de mieux vivre dans un environnement qui tient compte de leurs particularités. Donc il ne s'agit pas de dire que les TND ne relèvent pas du tout, d'une forme d'attention médicale ou éducative, mais de remettre en question la manière dont la société, en fait, définit et gère toute différence d'un écart à la norme, tout écart à la norme. Donc ce qui est important de souligner, quoi qu'il en soit, en fait, ce concept, comme on l'a vu, il remet en question en fait, il remet en question la démarcation entre ce qui est normal et ce qui doit être pathologique. Et globalement, en fait, l'idée de médicalisation excessive. Il repose sur les neurosciences pour légitimer l'existence d'identités singulières, tout en critiquant la façon dont les sciences interprètent ces identités à travers des biais normatifs. Donc vraiment, la science médicale interprète comme ça. Donc d'après l'épistémologue Denis Forest, il y aurait en réalité une interaction limitée avec les neurosciences. Dans sa conception et dans son utilisation, la neurodiversité affirme que les identités neurodivergentes sont dites naturelles et immuables. Comme je vous ai montré au moment, voilà, on est neurotypique, on est neuroatypique, donc en fait, notre cerveau fonctionne différemment, c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est fondé, voilà, sur l'idée d'un câblage cérébral distinct, ce qui renforce l'idée d'une diversité innée et irréductible entre neurotypique et neuroatypique, et qui, je pense, voilà, peut être très délétère en fait pour les personnes concernées. Heu, les neurosciences en mettant en avant à l'inverse, en fait, les neurosciences en mettant en avant la plasticité cérébrale, suggèrent au contraire que le cerveau est dynamique et qu'il peut être d'une certaine façon modifié, malléable en quelque sorte. Donc en fait, il y a une tension, vous voyez, entre tout ça. La notion de neurodiversité présuppose que les neurosciences détiennent une vérité sur les troubles. Or, il n'y a aujourd'hui aucun consensus en la matière, tant les hypothèses sur les mécanismes demeurent multiples. En définitive, on retrouve souvent des critiques qui supposent que la neurodiversité souffre de son neuroessentialisme, ce qui signifie qu'elle tend à réduire les différences cognitives ou comportementales à des variations purement biologiques, sans prendre en compte les dimensions voilà, historiques, sociales, culturelles, qui influencent leur reconnaissance et leur prise en charge. Donc, afin d'éviter l'injustice épistémique que peut entraîner le terme de neurodiversité, il est essentiel de veiller à ce que toutes les voix, y compris celles des personnes en grande souffrance, soient entendues et prises en compte dans les débats scientifiques, cliniques et sociaux. Une approche trop rigide de la neurodiversité, qui minimiserait les besoins d'accompagnement médical et social de certaines personnes, risquerait de produire en fait une forme d'exclusion paradoxale. Je m'explique. Ceux qui peinent à exprimer leur détresse ou qui ne se reconnaissent pas dans une vision idéalisée, de la diversité cognitive, pourraient se retrouver marginalisés au sein même d'un mouvement
qui est censé les défendre. De plus, en s'appuyant fortement sur le préfixe neuro, donc neurodiversité, la notion de neurodiversité tend à privilégier une lecture biologique et essentialiste des différences, au détriment des influences environnementales, sociales, psychologiques, qui façonnent également les expériences des individus. Ce réductionnisme pourrait contribuer à rigidifier les catégories diagnostiques et à invisibiliser la complexité des trajectoires individuelles. Enfin, une vigilance est requise face à l'adoption massive du terme dans des contextes variés, notamment avec l'essor de l'autodiagnostic et de l'identification à une étiquette neurodivergente. Bien que l'auto-identification puisse être un outil voilà, puissant d'émancipation et de reconnaissance, elle soulève aussi des défis en matière de validation clinique et de prise en charge adaptée. C'est important de le souligner. L'enjeu est donc de concilier reconnaissance des différences et nécessité de maintenir un accès aux soins et au soutien approprié, sans tomber ni dans la surmédicalisation, ni dans une forme de déni des besoins spécifiques de personnes concernées, enfin, de certaines personnes. Enfin, voilà, Christophe Gau en fait, et ses collaborateurs, dans un article intéressant, ils plaident voilà, pour une vision plus large que celle purement neuroscientifique. Il préconise par exemple le terme de diversité biopsychosociale, qui collerait beaucoup plus avec la réalité et qui est moins réductionniste, d'une certaine façon, avec cette idée de voilà, essentialisme. Neuro-essentialisme, c'est l'idée que le neuro, en fait, vient de l'explication de tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. Et en fait, c'est plus large que ça, évidemment. Alors, donc, par rapport à ça, voilà, quelle autre solution pour la promesse d'un dialogue donc entre neurodiversité et neurosciences? Il faut tout de même préciser que les militantes et militants de la neurodiversité ne se prétendent pas être neuroscientifiques, ni détenir une connaissance précise des différences neurologiques. De l'autre côté, en fait, du côté des neurosciences, elles ne dessinent pas non plus un tableau explicatif clair des TND. Leur description reste, partielle et d'un point de vue épistémologique insuffisante pour définir précisément ce que sont les TND. Sur ce point, la philosophe, des sciences, voilà, Sarah Arnaud, qui a travaillé notamment sur l'autisme, propose de tenir davantage compte du point de vue des personnes concernées quant au type de questions que les neurosciences pourraient se poser, ce qui aurait, voilà, des chances de promettre des interactions, en fait, fructueuses. Surtout, en fait, d'aller vers des angles morts aujourd'hui dans la recherche. Une approche des neurosciences vers la philosophie féministe des sciences est également porteuse d'espoir dans la mesure où la reconnaissance des valeurs semble nécessaire à l'ouverture de ce dialogue. Il ne s'agirait pas de réduire la neurodiversité aux neurosciences ou la compréhension des TND à la mise en évidence de particularités cérébrales, mais d'établir une nouvelle compréhension de ce que sont les neurosciences du neurodéveloppement, et je puis dire, grâce et avec les personnes concernées. Certains travaux inspirés de la neurodiversité proposent voilà, de comprendre l'autisme et plus largement les autres troubles du neurodéveloppement à travers le concept de neuronormativité. Ce terme désigne l'ensemble des normes sociales, culturelles et scientifiques qui valorisent le fonctionnement dit neurotypique comme modèle de référence pour penser la cognition humaine. Dans un monde dit neuronormatif, les autres manières de percevoir, de, de raisonner ou d'apprendre sont alors vues, par défaut, comme des écarts à la norme, autrement dit, comme anormal ou déficitaires. Ce concept présente plusieurs intérêts majeurs. Sur le plan, on va refaire voilà, plan épistémologique et sur le plan plutôt social et politique. Donc, sur le plan épistémologique, d'une part, il permet de questionner la façon dont les sciences produisent leur savoir sur les TND. Il met en évidence que la science repose sur un modèle hiérarchique du fonctionnement, celui, en fait, voilà, qui est très, très académique, et qui a été fait par des «neurotypiques» entre guillemets. Sur le plan plutôt, social et politique, la notion de neuronormativité met en lumière une forme d'injustice structurelle. Nos institutions sont organisées autour d'attentes cognitives, comportementales qui sont spécifiques. Ces normes ne conviennent pas à tous les individus. Parler de neuronormativité revient donc à déplacer la question. Le problème n'est plus seulement propre aux personnes, mais plutôt dans une société qui valorise un seul type de fonctionnement.
Ça renvoie un peu, je trouve à la notion de, situation de handicap. Où en fait l'aspect environnemental est beaucoup plus, mis en avant, que l'aspect, propre à la personne. Et c'est en lien aussi avec notre classification, la SI, autour du fonctionnement et du handicap. Mais, mais voilà. Donc on va revenir sur ce concept de neurodiversité. Donc enfin, les enjeux de la neurodiversité se rattachent à ceux des savoirs situés pour des raisons scientifiques et politiques. Scientifiques, d'une part, dans la mesure où ce concept interroge la manière dont les troubles neurodéveloppementaux sont étudiés dans la recherche et en clinique. Politique, en raison de la nature militante du concept, promouvant voilà, une perception moins pathologisante des troubles, soutenant qu'il est, voilà, qu'ils peuvent être fédérateurs pour des activités communautaires. Cette démarche permet de mettre en avant l'importance de la participation des personnes concernées dans le cadre de la recherche scientifique et celui de la sensibilisation du public. Les débats autour de la neurodiversité montrent qu'il est crucial de prendre en compte la diversité des recherches en cours, pardon, dans le domaine clinique, tout en reconnaissant les différents acteurs, donc qu'ils soient médecins, chercheurs, associations, institutions, personnes concernées, qui ont tous, toutes et tous, en fait, des perspectives variées sur la santé. C'est l'idée de savoir situer, en fait. Donc une des principales théoriciennes de cette approche, donc Sandra, pardon, Harding, a mis en évidence, donc sur le plan philosophique, la nécessité de reconnaître le caractère socialement situé de tout savoir. Elle défend l'idée qu'une théorie du positionnement permet de mettre en avant les expériences et les activités des personnes vivant dans une société voilà, qui est hiérarchique, en fait, qui est hiérarchisée, pardon, selon l'ethnicité, la classe, le genre, la sexualité, où les structures politiques influencent profondément leur organisation. En intégrant la pluralité des enjeux féministes, ouais, du féminisme, pardon, il s'agit d'aboutir à une perspective, voilà, plus inclusive, en affirmant, que la production du savoir ne voilà, ne révèle pas exclusivement du milieu académique, dont la voilà, dont les prétentions à l'universalité doivent être interrogées. Dans cette optique, Harding et d'autres philosophes défendent le concept d'objectivité forte. Il s'agit d'une approche qui cherche à rendre compte des découvertes scientifiques et des méthodologies, tout en intégrant les perspectives des personnes marginalisées, que ce soit dans la société ou dans la recherche scientifique. Plus précisément, Harding soutient que l'objectivité forte demeure fidèle aux principes fondamentaux de la science, tout en rejetant l'idéal d'une connaissance prétendument neutre et sans valeur. En d'autres termes, c'est une objectivité dite réelle qui renforce les exigences méthodologiques tout en étant plus apte à atteindre des objectifs d'équité que l'objectivité traditionnelle, en fait, fondée sur l'illusion, voilà, qui est fondée en fait sur l'illusion d'une neutralité totale. Cette approche met en lumière la, voilà, la manière dont un idéal politique et intellectuel de diversité peut être promu par des stratégies scientifiques distinctes, favoriser ainsi, voilà, permettrait de enfin, ça serait ça favoriserait ainsi des connaissances plus exhaustives et plus fiables, étant donné qu'en fait, il y aurait, une objectivité forte par rapport à tous les acteurs, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Donc appliquer, le concept de savoir situé à la neurodiversité et aux sciences implique ainsi de trouver un équilibre entre les enjeux de santé et le rôle des politiques publiques dans la reconnaissance des droits des personnes concernées par les TND. Cependant, voilà, des limites doivent être prises en compte. La neurodiversité déjà demeure un concept issu du monde anglo-saxon, ce qui soulève certaines contraintes et ça interroge. Heu, déjà la neurodiversité est-elle un phénomène universel ou une construction influencée par un cadre particulier? De plus, voilà, qu'est-ce qui nous garantit que les personnes concernées par les TND s'identifient, heu, voilà, réellement à ce concept de neurodiversité? Étant donné qu'il s'agit d'un mouvement aussi récent, en pleine expansion, il est difficile d'évaluer, dans quelle mesure il peut inclure l'ensemble des personnes concernées. Par exemple, dans l'associatif, il y avait, certaines personnes qui ne se retrouvaient pas dans cette notion de, neurodiversité ou de neuroatypie, hein. Et ça voilà, ça pose question. Aussi, voilà, l'usage des autobiographies pour comprendre certains troubles, comme l'autisme, illustre cette tension. Ces témoignages offrent une perspective précieuse,
mais il ne représente qu'une partie de la population et ne saurait refléter la diversité des expériences. Il ne faut pas oublier qu'il existe un risque notable que les personnes qui s'expriment le moins dans le discours sur la neurodiversité soient précisément celles qui, en fait, ont le plus besoin de soutien. Malgré ces réserves, voilà, voilà, je soutiens quand même qu'il est, non seulement possible, mais nécessaire de poursuivre les réflexions et d'encourager un dialogue entre recherche clinique, sciences et politique publique et les personnes concernées. Une telle approche favoriserait une meilleure circulation des pratiques de soins et d'accompagnement. Ensuite, voilà, je pense en tout cas, que ça semble important. Donc pour conclure, rapidement, il me paraît important de rappeler que le terme de trouble du neurodéveloppement est relativement récent lui aussi. Il désigne un ensemble de conditions liées à des perturbations précoces du développement, du système nerveux, dont l'aspect multifactoriel, donc à la croisée de facteurs génétiques, environnementaux, développementaux, constitue un élément central pour comprendre leur complexité. Cette même notion de complexité, on le voit et elle est au cœur en fait de la recherche sur les TND. Les différents enjeux que nous avons vus tout au long de cette présentation l'illustrent parfaitement, que ce soit du côté de la science ou du côté de la, voilà, ou dans la compréhension des trajectoires variées des personnes concernées. Mais cette complexité, elle ne doit en aucun cas nous faire oublier que les classifications, qu'elles soient catégorielles ou dimensionnelles, ont des effets réels, comme on l'a vu, sur les personnes concernées. Sur le plan épistémologique, il est impossible de produire un savoir neutre ou déconnecté des implications humaines. Donc il faut être vigilant au réductionnisme de toutes parts, que ce soit, comme on l'a vu, du côté de la science, de la clinique, mais aussi par rapport au concept de neurodiversité, avec son neuroessentialisme. C'est des deux côtés. Donc nommer, regrouper ou définir un écart à la norme agit sur les identités, les parcours et les expériences des individus. D'où l'intérêt de prendre en considération cela quand nous produisons des savoirs. Enfin, comme l'histoire nous le montre, par exemple avec le concept de minimal brain dysfunction que je vous ai présenté au début, je pense qu'il est nécessaire de rappeler le caractère non fixe de la science. Effectivement, nos classifications, nos concepts et nos savoirs évoluent constamment. Il ne s'agit pas là d'un défaut, bien au contraire, c'est le processus normal d'un acte scientifique. Cette non-fixité est donc à rappeler, il me semble, pour tout le monde, scientifique ou non. Elle illustre bien en fait comment fonctionne la vie en général d'une certaine façon. Les choses changent, évoluent et nous sommes plus ou moins actrices et acteurs de tout cela. Et en fait, dans les TND, je trouve que c'est ce qui les TND illustrent très bien cette idée de changement. C'est-à-dire que, on parle de troubles neuro, certes, mais développementaux. C'est-à-dire qu'en fait, heu, il y a l'aspect de les personnes en fait évoluent tout le long. C'est important de le souligner. Enfin, sur cet aspect de fixité, comme l'indique le philosophe Hilary Putnam, dont je le cite: «L'erreur philosophique commune, qui consiste à supposer que le terme réalité doit renvoyer à une entité unique et suprême, au lieu de considérer les manières dont nous renégocions sans cesse et nous sommes contraints de renégocier, notre conception de la réalité à mesure que notre langage, notre vie évolue». Un peu pour conclure cette déplicité. Donc en fait, rien n'est fixe. C'est vraiment cette idée-là et la science évolue et c'est normal. Pour finir et pour bien accompagner ces évolutions, je pense qu'il est crucial de créer un espace commun, qui inclut et valorise les divers savoirs, car chaque individu en possède. C'est, je pense, très important de le souligner. C'est en confrontant et en les combinant, tous ces savoirs, que nous pouvons réduire les injustices épistémiques, le réductionnisme aussi potentiellement, et mieux identifier, de facto les angles morts dans la recherche, et c'est voilà, et cela bien au-delà en tout cas de la seule sphère scientifique. Merci pour votre attention. Voici la bibliographie, voilà, si vous voulez, voir un peu, les éléments dont j'ai parlé. Merci.